Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaël Faury. Salut Gaël. Salut, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être présent pour ce nouvel épisode. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, nickel, nickel. Parfait. Je suis content de te recevoir. On va parler d'un thème que tu maîtrises particulièrement, je crois, c'est l'iso inertiel. Mais pas que, on va parler aussi d'autres choses qui tournent autour de la prépa physique. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais actuellement du coup dans le monde du sport? Euh, yes, du coup, j'ai 27 ans, je suis préparateur physique, je suis issu du monde du vélo, VTT cross-country. Je faisais ça jusqu'à la fac où tu n'as plus le temps de faire de sport parce que tu as trop de boulot. Mais du coup, ouais, je faisais ça. J'ai toujours gardé cette attache où j'ai encore à cœur de garder des athlètes ou de garder un pied dans ce monde-là, qui, je pense, est plus une partie loisir, plaisir, tu vois, par rapport à d'autres sports nouveaux dans lesquels j'ai pu intervenir. Euh, Ce que j'aime bien quand les gens me demandent de mon travail, c'est je suis maçon, je construis des athlètes. Ça, c'est un peu ma mission. Quand j'ai découvert le monde de la prépa physique, de la performance et au fil des années, c'est vraiment ça, c'est de contribuer de manière positive à accompagner des athlètes et à les construire de manière globale. Euh, c'est un peu ma manière ouais, d'interagir avec eux. Euh, Ça se passe plus ou moins bien des fois, plus ou moins de réussite, tu vois, mais au moins c'est ma mission en disant, ben, ok, tu as collaboré avec moi, ben, tu vois, j'ai contribué à ça. Euh, voilà, et après, derrière, un parcours un peu classique de licence TAPS. Après, je fais un master au FC Barcelone et voilà, pleine formation privée. Euh, c'est drôle, aujourd'hui, j'étais en train de faire un post où ça faisait 10 ans que j'avais attaqué, que j'étais rentré à la fac de sport. Euh, Ok. et que du coup, j'étais un peu dans le monde de la performance, entre guillemets, tu vois, c'est un peu le mot à la mode, mais que j'accompagnais des athlètes pour une recherche de performance. Euh, et ça, je le fais par du coup, plein de formations. Chaque fois que j'avais une question, en fait, j'ai fait une formation pour essayer d'y répondre, que ce soit sur les qualités musculaires, sur le développement neurocognitif, sur la neurofonctionnelle, les réflexes archaïques, enfin, plein de thèmes qui aujourd'hui sont de plus en plus mis en avant euh, et qui m'ont aidé un peu à répondre à mes questions ou à faire des liens aussi, parce que tu vois, il y a des formations, on n'y va pas pour répondre à des questions, on y va pour répondre à des liens, tu vois, sur des situations précises et faire des liens entre nos connaissances. Et voilà, et en gros, globalement, ce que je fais, c'est je cherche les facteurs limitants dans la performance pour des athlètes qui sont soit en réhab, soit en optimisation de performance. Ok. Et du coup, actuellement, tes missions, elles consistent en quoi à l'heure actuelle, on va dire? Aujourd'hui, en fait, globalement, c'est soit je suis avec des athlètes et je les accompagne sur des séances en présentiel, en distance, euh, sur des suivis spécifiques. C'est-à-dire que moi, quand je collabore avec un athlète, ça peut être sur un projet global où en gros je m'occupe un peu de tout, tu vois, de ça, pour ceux par exemple que j'ai en vélo, où je m'occupe du développement technique, de la discipline, de la prépa, enfin, tu vois, de tout ce qui va avec. Euh, ou sur par exemple des staffs où je vais pouvoir venir juste avec la casquette ISO inertielle et leur apporter une solution à leurs problématiques sur ce domaine-là, tu vois. Euh, globalement, en gros, c'est un peu ça. J'ai cette partie consulting, du coup, de manière large, où j'arrive avec mes différents outils et selon le cadre, je les utilise euh, sur des staffs ou des athlètes qui viennent me voir directement. Et après, j'ai la partie où je commercialise la machine ISO inertielle et j'apporte un service de formation et d'accompagnement pour les entraîneurs, les kinés et les préparateurs physiques sur l'outil ISO inertiel euh, en ligne, mais aussi sur des conférences, des cours à la fac. Enfin, ça dépend. Et du coup, j'ai une question qui me vient, c'est comment tu t'es spécialisé, comment tu t'es intéressé du coup en profondeur sur l'iso inertiel? Comment ça t'est venu? En fait, c'est un peu de manière détournée ou dans le sens, j'ai toujours été très curieux de nature. Euh, et si tu veux, enfin, chaque fois, en fait, je voyais cet outil, je ne le comprenais pas, et du coup, je me dis, bah, il faut que je le comprenne.
Donc du coup, tu vois, à la fac, on te parle d'iso inertiel, en fait, c'est l'outil qui prend la poussière au fond de la salle et que personne n'utilise, mais tout le monde te dit que c'est super, mais quand les athlètes l'utilisent, ils ont une semaine de courbature et du coup, en fait, ils veulent plus y retourner. Mhm. Je suis arrivé après au FC Barcelone et en fait, je suis passé un peu de l'autre côté de la performance où en fait, en France, tu vois, on fonctionne, on a une vision de la performance qui est très organisée, très structurée, tu vois, avec les réseaux fédéraux, ministère des Sports, enfin, ou INSEP, réseau INSEP, accompagnement de la performance, que ce soit par les maisons de la performance aujourd'hui, les euh, parcours, tu vois, les projets de performance avec les fédérations. Et du coup, c'est une vision qui est assez structurée, centrée sur un mode de fonctionnement. Et là, en fait, quand je suis arrivé au FC Barcelone, j'ai découvert l'autre monde qui est le monde du privé, euh, avec des cellules de performance qui sont dédiées à la réalité du haut niveau, d'un côté plus économique, tu vois, parce que le privé, s'il tourne pas, si un club de foot il fait pas d'argent, il peut pas entraîner ses joueurs et gagner des titres, tu vois. Donc en fait, eux, ils ont une réalité qui est différente, qui est une logique un petit peu plus rendement et rapidité, efficacité. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des profs qui avaient bossé dans, avec les projets qui étaient sur la NASA, sur l'iso inertiel. Et donc, du coup, j'ai vu une autre version de l'iso inertiel. À ce moment-là, j'avais beaucoup de contraintes avec mes athlètes où j'arrivais pas à avoir assez de résultats, j'avais, tu vois, des récidives de blessures qui j'arrivais pas à faire partir. Donc, en fait, l'iso inertiel, ça me répondait vraiment à, tu vois, aux problématiques que j'avais. Et en fait, j'ai poussé là-dedans. Les choses ont fait qu'il y a eu le Covid avec le confinement et du coup les athlètes n'avaient plus accès aux salles et aux outils conventionnels. Et les choses ont fait que l'iso inertiel en fait c'est devenu une logique et une évidence à mon contexte. Tu vois, à ce moment-là, ça nous a permis de bien pouvoir tester, bien comprendre, tu vois, et avec le recul de pouvoir comprendre ce qui se passait. Les athlètes, en sortie de Covid, je leur ai demandé, vous voulez retourner à la salle ou faire l'iso inertiel? Ils m'ont tous dit je veux faire l'iso inertiel, tu vois, je me suis dit bon, il y a peut-être un truc. Moi, je regardais les datas, je regardais les perfs dans la discipline, j'étais là en mode ouais, il y a tout qui augmente, tu vois, alors qu'on a sur le papier fait beaucoup moins que les années précédentes ou les cycles précédents. Et en fait, de fil en aiguille, j'en suis venu du coup à vouloir développer une machine parce que j'avais pas ce que je voulais sur le marché, tu vois, et que j'étais un prépa qui pouvait pas acheter, tu vois, j'avais pas de locaux, j'avais pas un budget limité, etc. Donc je me suis mis à vouloir développer une machine et en faisant des liens entre, tu vois, des développements de la force, des développements des théories classiques, tu vois. En fait, on pouvait pas le faire sur les machines iso-inertielles qu'il y avait dans le commerce. Et donc, du coup, je me suis dit comment je peux réussir à faire ça. Et en fait, c'est là où je me suis mis à réfléchir sur une machine et à la développer. Et d'abord pour les athlètes, en fait, tous les athlètes avaient une machine. Et après, tu vois, les athlètes en parlent autour d'eux, on met des photos sur Insta des séances, etc. Et les autres prépas me disent, ouais, vas-y, moi aussi, je vais essayer. Et après, tu vois, tu as comment ça s'appelle, un effet un peu boule de neige, tu vois, qui se met autour de ça, où en fait les prépas ils se rendent compte qu'ils avaient les mêmes problématiques que moi. En prépa, on a tous les mêmes problématiques. Et du coup, il y a une logique de commercialisation derrière qui se met en place, tu vois, depuis quelques années. Ok, ok, super intéressant. Peut-être que des auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement à quoi ça correspond des machines iso-inertielles. Donc, question toute simple, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est une machine iso-inertielle et voilà à quoi ça correspond tout simplement? Ouais, en fait, l'iso inertiel, il faut le voir comme un changement de paradigme. Depuis toujours, la prépa physique, elle a réagi face à la gravité. Tu vois, je prends un poids, il pèse 80 kg parce qu'il est sur Terre et qu'il y a la gravité qui se met dessus et je fais des squats ou n'importe quel mouvement. Euh, Face à une gravité, et même si tu prends une machine poulie, le poids dans la machine poulie, il se met de manière verticale face à la gravité. Tu vois, il y a eu depuis quelques années, tu vois, des machines type pneumatiques ou, tu vois, ou des élastiques ou d'autres choses, mais en fait, globalement, on raisonnait un peu toujours de la même manière. L'iso inertiel, en fait, ça réagit face à l'inertie. Et en fait, c'est le principe du yo-yo, c'est-à-dire que j'ai une masse qui est euh, sans mouvement. Je la mets en mouvement avec une corde qui s'enroule sur un axe.
Et en fait, quand je suis arrivé au bout de la corde, la masse qui était en train de tourner, qui était en mouvement, avec l'inertie que je lui ai donnée, elle me réenroule la corde. Et donc, du coup, vulgairement ou par raccourci, on a appelé ça des machines excentriques, puisque c'était des machines la force que tu mettais en concentrique, la machine te la renvoyait en excentrique. Ça, c'était globalement ce qu'était l'iso inertiel. Et depuis depuis plusieurs années, on a évolué dans plus de complexité, de spécificité, où on a pu aller chercher différentes qualités, différentes méthodes et protocoles de développement en prépa physique, qui en fait ont fait sortir l'iso inertiel de la catégorie excentrique. Mais globalement, une personne qui découvre l'iso inertiel, c'est ça. Ok. Et je sais qu'il y a des machines aussi l'isocinétisme aussi qui existent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la différence entre ces deux types d'outils? Ouais, je t'avoue que je connais très bien le sujet de l'iso inertiel, le sujet de l'isocinétisme, je le maîtrise un peu moins, même pas du tout. Mais globalement, en gros, l'isocinétisme, peut-être je me trompe, mais de ce que j'avais vu et ce qu'on m'avait appris à la fac, c'était en gros, tu as la même, vitesse angulaire, pardon. Tu as la même vitesse angulaire. Et en fait, l'isocinétisme, moi, je le mets dans la partie clinique. Et l'iso inertiel vient dans la continuité de l'isocinétisme sur la partie réathlétisation, si tu veux. Donc, en fait, ce n'est pas les mêmes objectifs. L'isocinétisme, tu vois, il est beaucoup utilisé pour des tests, tu vois, notamment sur les croisés, sur des articulations, des choses comme ça. C'est très centré sur une articulation. Tu vois, c'est compliqué d'aller tester un genou sur une position différente que celle qui est normée par la machine. Je sais qu'il y a je crois que c'était à Lyon, un chirurgien à Lyon qui allait chercher un peu différentes choses. Et notamment, ils avaient des protocoles derrière de réhab des croisés qui avaient évolué. Mais du coup, globalement, en fait, tu vois, l'isocinétisme, je le laisse aux chirurgiens et à la partie clinique parce que c'est leur job. Et l'iso inertiel, derrière, je le mets dans la partie kiné, réathlé, préparation physique. Parce qu'en fait, ça met plus de sens dans le continuum de retour terrain. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je te vois plus. C'est bon pour toi ou pas? Tu m'entends ou pas? Ouais, là c'est Ça bon. y est, je te vois. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça a bugué quand tu disais que tu laissais les chirurgiens, que c'était leur job, et après ça a cut. Ok. Mais si tu couperas, et je te reprends à ce Ouais, moment-là. ouais, d'accord. Ouais, pas de problème. Donc, du coup, l'iso inertiel, en fait, ça vient dans la continuité, si tu veux, de la partie clinique, où l'iso inertiel, ça va plutôt aller sur la partie kiné, réathlétisation, prépa physique, retour terrain, où en fait, on va être de ce côté-là du spectre, parce que les spécificités du signal que donne l'iso inertiel et l'ouverture des possibilités de situation que ça te donne, si tu veux, ça fait juste sens de le mettre dans cette continuité-là. Ok, ça marche. Et du coup, moi je suis préparateur physique et je veux investir dans une machine, mais par exemple, je suis pas sûr que ça va. Je suis pas convaincu des intérêts, etc. Je me dis, par exemple, je peux utiliser des barres, des poids, etc. C'est quoi vraiment les réels bénéfices ou qu'est-ce qui fait que du coup l'isonertiel serait plus intéressant dans certains cas, du coup, j'imagine, que des méthodes classiques à base de, je sais pas, de poids de corps ou de poids libre. Ouais. En fait, ça dépend. Enfin, qu'est-ce que tu veux donner à tes athlètes, tu vois. C'est globalement l'iso inertiel, c'est plus rapide et plus de gains que les méthodes conventionnelles. Tu vois, ici, il y a énormément de recherches qui sont sorties dans les dernières années sur
ils comparaient des protocoles sur des athlètes avancés, parce que ça, c'est encore autre chose, tu vois, sur les publications, mais la chance, c'est que c'est sur des athlètes avancés. Et du coup, on a plus de gains en moins de temps. Tu vois, que les gens qui font, par exemple, tu fais un squat à l'iso inertiel, tu fais un squat à la barre, tu fais le même nombre de séries, le même nombre de séances par semaine, dans le même spectre de résistance, tu auras plus de gains en moins de temps. Donc, du coup, tu vois, c'est de se dire, c'est comment tu veux te différencier et qu'est-ce que tu veux apporter à tes athlètes. Et ça, enfin, ces gains-là et ces résultats-là, tu les as par la spécificité de la stimulation qui est l'iso-inertielle, où en fait, tu as un temps sous tension qui est total et continu. Là où à un mouvement conventionnel, tu as forcément des temps morts et ton profil force étirement ou force amplitude, tu vois, il va faire varier des choses, ton profil de résistance ou de charge, il va varier selon le pattern que tu utilises. Et derrière, en fait, juste cette. Et après, l'autre chose, c'est que tu as une résistance adaptative, tu vois. C'est que tu prends 8 reps avec une barre de 100 kg, ben, tu auras 100 kg sur 8 reps. Tu vois. Peu importe la fatigue ou le tempo que tu fais. Au fil du tempo, de la contrainte de réalisation que tu vas mettre dans ton squat, si tu veux, tu vas être plus fatigué sur tes 3 ou 4 dernières reps, selon la charge, etc. Et donc, du coup, ça aura une adaptation ou une influence sur la suite des adaptations qui seront créées, des adaptations positives ou négatives. Alors que l'iso-inertiel, comme c'est une résistance qui est autorégulée et qui correspond en fait à la force que tu mets dans ta phase concentrique, du coup, ce qui se passe, c'est que la partie, tu vas faire tes reps et chaque rep va être autorégulée en fonction de ta zone optimale de développement. Tu vois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, tu vois, avec des VBT, c'est que tu vois, on te dit, ouais, la force max, c'est tant de pourcents du 1RM. Ben, teste-le au VBT. Chaque athlète a un profil individuel qui nuance ça, de quelques pourcents, mais qui nuance. Et donc, du coup, quand tu vas sur un global de saison, de séances, de séries, de répétitions, ces nuances-là ont une répercussion et une importance. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette autorégulation, ça te permet en fait de gommer, si tu veux, ces différences interindividuelles que tu aurais dû prendre en compte dans avec d'autres outils. Et donc, à partir de là, ces deux choses font qu'il y a plus de gains. Ça, c'est juste la partie muscu et qu'est-ce que je propose. Après, ça dépend de ton objectif, tu vois. Pourquoi l'athlète vient te voir et dans quel contexte tu es. Si tu es un athlète, c'est qu'il faut qu'il soit plus performant dans sa discipline. S'il est blessé, il faut qu'il revienne avec des niveaux suffisants pour rejouer dans sa discipline. Des qualités tendineuses ou de tissus qui vont être adaptées aux contraintes qu'il a, tu vois. Et donc, du coup, l'avantage en fait de l'iso inertiel, c'est que tu vas pouvoir créer des adaptations que tu n'as pas avec les autres outils conventionnels. Et ça, c'est en plus des gains de temps et de performance que tu auras en plus, c'est que la logique tu vois, de transfert qui est un peu adaptée selon les sports, selon les disciplines, selon les cultures. Parce que le transfert, si tu veux, et ce que je me rends compte, c'est que le transfert, il est très dépendant de la culture de la discipline et de la manière dont fonctionnent les gens. Tu vois, au rugby, tu vas soulever lourd à la salle et faire de la prévention avec de la création de masse musculaire, des niveaux de force, de la puissance, etc. Puis après, tu vas jouer au rugby. Tu vois. Au foot, il y a deux écoles. C'est soit tu fais de la prévention, entre guillemets, et entre guillemets, l'athlète, il ne faut pas qu'il touche à la muscule parce que ça prend trop de temps et c'est trop compliqué. Ou alors, tu as l'autre école des meilleurs clubs européens où eux, ils sont en mode on fait que de l'intégrer et du technico-tactique, du développement de qualité en fonction du technico-tactique. Et du coup, là, tu auras un transfert direct, mais ils sont quasiment pas à la salle, ou du moins pas de manière conventionnelle. Et c'est pour ça que c'est relativement critiqué sur les derniers mois, où chaque fois qu'ils sortent une vidéo, je vois quelqu'un qui vient le critiquer derrière. Tu vois, mais c'est leur manière de fonctionner, et dans leur contexte, ça fonctionne en fonction de leurs contraintes.
Et après, tu as des logiques plus individuelles où tu as des sports individuels, etc. Et l'athlète, le but, c'est qu'il soit bon dans sa discipline. Et l'avantage de l'iso-inertiel, c'est que tu crées des adaptations de transfert grâce à des correspondances dynamiques, grâce à une qualité de signal qui permet en fait de directement se transférer aux contraintes de l'activité. Et ça, malheureusement, tu l'as pas avec d'autres outils où c'est plus compliqué à avoir, où ça demande un niveau d'expertise plus avancé pour l'athlète. Ok. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais des gains des machines iso-inertielles. Quels gains on peut attendre suite à un entraînement et au bout de combien de temps ces gains ils apparaissent? Est-ce que ça va être pareil au bout de plusieurs semaines ou alors au bout de, je sais pas, peut-être quelques séances, on va déjà apercevoir quelques gains? En fait, si je me base vraiment que sur la littérature, on est entre 20 et 30% sur 8 semaines. Tu vois, de augmentation par exemple de la force, de augmentation de la hauteur de saut, tu vois, parce que la littérature, ils ont à la fois testé des qualités de puissance, de force, mais ils ont aussi ce qu'ils appellent tests fonctionnels, donc du t-test, du CMJ ou des tests un petit peu plus parlants. La littérature a beaucoup pris comme public des footballeurs américains, tu vois, de niveau universitaire ou des basketteurs. Donc, du coup, ils ont un peu leur test, tu vois, un peu combine, tu vois. Ça, c'est ce que donne la littérature. Derrière, sur nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que tu as des gains significatifs dans la discipline sur les KPI qui sont importants dans ta discipline à partir de entre la quatrième et la sixième séance. Puis après, ça fait qu'augmenter. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'on a de règle générale. Et selon les qualités ou les spécificités que tu as besoin de travailler, tu les as immédiatement dans la discipline. Tu vois, tu prends certaines séances d'activation que tu ferais avant d'aller faire ta discipline. L'athlète, tu vas avoir 5 à 10% de gains immédiatement dans la discipline. Moi, j'avais beaucoup de gars en vélo, tu vois, qui venaient, on faisait des séances type rappel de force max, et après, ils partaient faire leur sprint, tu vois, ou développement un peu énergétique. On se rendait compte qu'il y avait un 10% de gain par rapport à quand il n'y avait pas la séance avant. Et eux le sentaient, ils me disaient, j'ai les jambes sont différentes, je me sens beaucoup mieux sur mon vélo. Tu vois. Et c'est pareil pour la course à pied, pour tous les sports qui sont un peu, tu vois, typés endurance, etc. Mais tu as quand même besoin d'avoir de la coordination. Et en sport co, c'est la même chose. Du coup, on a un effet de potentiation Oui, aussi avant une séance plus classique. ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu vas avoir des effets de manière potentiation classique, tu vois, comme tu pourrais le faire, tu vois, en haltéro ou, enfin, tu vois, en musculation, où tu vas venir, tu fais ton PAP et tu pars sur ton corps de séance, tu vois, Mhm. comme ils font en compétition d'haltéro. Euh, mais ça, c'est la partie vraiment, tu vois, décharge nerveuse, synchronisation des unités motrices, etc. Mais par contre, après, la différence avec l'iso-inertiel, c'est que tu vas avoir une adaptation surcorticale qui va être plus sur de l'efficience motrice, où en fait, on se rend compte que des marqueurs comme, tu vois, le vestibulaire, la vue, ou l'oculomotricité, la partie vraiment pas trop moteur, tout ça, ça va être amélioré. Et donc, en fait, tu auras une meilleure technique, tu vois. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si on avait d'autres techniques pour faire de la potentiation technico-tactique ou du moins d'efficience motrice. À la fin de mémoire ou de ce que je vois, j'en connais pas. Il y en existe, tu vois, des techniques un peu prépa mentale, tu vois, ou plutôt neurocognitives où on va pouvoir aller là-dedans, tu vois, d'éveil attentionnel. Euh, mais là, l'avantage, c'est que en fait, tu mets tout en même temps. Tu mets le musculaire, l'énergétique, le coordinatif, enfin, l'aspect coordination et neurocognitif. En fait, tu as tout qui s'éveille en même temps. Et tu vois, en très peu de temps. On parle de moins de 5 minutes. Tu vois, donc ouais, c'est là où c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Mais du coup, je m'en doutais qu'il y avait un effet de potentiation classique, comme on voit avec des exercices un peu plus conventionnels. Mais du coup, ce type de potentiation, alors je sais pas comment tu l'appelles, du coup, c'est un peu plus euh, ce qui n'est pas moteur, on va dire. Mais du coup, est-ce que tu sais à quoi c'est dû, du coup, qu'on a un effet de potentiation
on va dire, vraiment global qui englobe un peu tout. Ouais. En fait, si tu veux, tout à l'heure, je te parlais de signal moteur. Et Ouais. en fait, si on s'intéresse à l'athlète, le but, c'est de lui donner le meilleur signal moteur pour qu'il puisse en fait créer des adaptations globales, que ça soit tissulaire, énergétique, musculaire, nerveux, etc. Tu vois. Et en fait, tu as ta boucle sensorimotrice et c'est elle qui crée le mouvement. Et nous, souvent en musculation, ou du moins en prépa physique, tu vois, que on va que dans la musculation ou dans du travail spécifique. Du coup, on va que dans la partie vraiment, je vais en périphérie. Tu vois. Et en fait, la différence en fait, de l'iso inertiel, c'est que lui, il va en fait activer au niveau sensoriel, notamment les organes proprioceptifs, qui vont du coup créer différents messages qui vont en fait corriger euh, le fonctionnement de l'ensemble de la boucle de rétroaction qui crée le mouvement. Et en fait, l'iso inertiel, comme il a un concept, tu vois, de répétition sans répétition, tout à l'heure, je te parlais de chaque répétition est différente en termes de résistance et de vitesse, parce que l'athlète évolue au niveau fatigue. Et du coup, en fait, le corps doit constamment, si tu veux, s'autoréguler. Et donc, du coup, ça optimise ses boucles de rétroaction et c'est un des premiers effets d'amélioration de la motricité. Les autres effets, ça sera notamment les activations surcorticales où l'iso inertiel, ça va venir stimuler différents hémisphères et ça va être des hémisphères qui sont coaidants aux aires motrices ou dans les aires motrices. Et donc, du coup, ces hémisphères-là, si tu donnes un signal moteur que le corps connaît, comme un squat, une fois que la personne a appris le mouvement squat, euh, à part lui faire augmenter la vitesse, la résistance, lui mettre des chaînes, des élastiques, lui changer l'emplacement des pieds, lui varier les amplitudes, les tempos, globalement, tu restes dans le même pattern qui est appris et qui est le même engrammage moteur. Et donc, du coup, tu vas pas faire forcément évoluer la stimulation des aires motrices sur ce pattern-là. Et donc, l'avantage de l'iso inertiel, c'est que tu peux rester sur un même pattern, mais comme la répétition est tout le temps différente, en fait, tu emmènes de la nouveauté. Et en fait, ça fait le cerveau l'interprète comme si ce n'était pas un pattern identique. C'est que chaque fois, tu crées un nouvel engrammage. Et donc, du coup, c'est cette partie-là qui fait que l'iso inertiel, en fait, permet ces bénéfices-là. Ok, ok, ouais, c'est super, super intéressant. Autre question, toujours un peu sur les avantages des zones inertielles. Là, on a parlé de développement du coup des qualités physiques, etc., de potentiation. D'un point de vue récupération, il me semble que tu en avais parlé sur un post Instagram. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les bénéfices sur la récupération? Ouais. En fait, c'était une grosse prise de conscience où, tu vois, de ce que je voyais au Barça, eux, ils l'utilisaient dans les vestiaires et ils l'utilisaient le lendemain de match, tu vois. Ou, tu vois, sur des veilles de match, des choses comme ça. Alors que pour l'instant, moi, j'avais juste compris que l'isoniersel, ça créait des courbatures et que tu avais 4 à 6 jours où tu n'étais pas bien. Et donc, du coup, je me questionne, j'arrive un peu à comprendre les choses de manière approximative, puis je commence à faire des liens entre les adaptations tissulaires, les fascias, toutes les lois de la euh, pas de la merde, j'ai perdu le nom. Euh, euh, de la mécanique des fluides, en gros, où en fait, tu sais que la circulation du corps, il n'y a pas que de la circulation sanguine, tu as du côté lymphatique, tu as plein d'autres choses qui viennent en fait activer et réguler des cascades hormonales, etc. Et donc, du coup, en fait, en faisant un peu ces liens, je me rends compte que l'iso inertiel, en fait, ça permet une mécanotransduction et de pouvoir activer en fait euh, une chaîne de réponse hormonale et du coup une chaîne de réponse biochimique qui permet en fait de améliorer la synthèse protéique notamment, tu vois. Alors que initialement, tu vois, c'était le contraire, c'était ça créait de la courbature. Et en fait, l'avantage, c'est que ça l'améliore sur le moment quand tu travailles à l'iso inertiel si tu mets les bons protocoles. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que en testant des réglages et la majorité des machines du marché ne le permettaient pas, de pouvoir aller cibler la bonne résistance, le bon profil de travail.
Et tu vois, c'était une notamment de mes questions quand j'ai développé la machine, tu vois, où j'avais besoin de pouvoir faire certaines choses avec l'ISO inertielle. Donc du coup, tu vas optimiser ça et enclencher cette cascade-là. Mais l'avantage, c'est qu'en l'entraînant, tu vas même l'optimiser pour la suite quand tu n'es pas à l'ISO inertielle. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bout effect. Tu vois, nous, on nous parle souvent que de DOMS, mais quand on s'intéresse à ce qu'est le bout effect, en fait, c'est de dire, c'est je mets la même stimulation, je continue à mettre de la stimulation, mais j'ai de moins en moins d'effets délétères et mon corps est en capacité de mieux en mieux se réparer. Tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est une des choses qu'on arrive à faire à l'iso inertielle. Mais après, on a tout l'aspect tissulaire et biotensègle. Et un des avantages en fait de l'iso inertielle, c'est qu'il permet en fait de créer de la tension. Cette tension, elle crée soit des adaptations biochimiques, comme je te l'ai expliqué, soit des adaptations en fait de réorganisation biomécanique de tension, notamment avec tout ce qui est facial. Et tout à l'heure, je te parlais d'adaptation neuronale et le fascia en fait est un organe sensoriel. Donc du coup, ça régule les tonus de base, ça régule pas mal de choses. Et en fait, nous, ce qu'on se rend compte, tu vois, avec les athlètes, c'est que généralement, on gagne 24 heures sur leur récupération post-séance difficile ou compétition. Et donc, du coup, en fait, on a vraiment ces gains-là. La recherche va dans ce sens-là. Il n'y a pas eu de publication avec un groupe type e-sport. Enfin, tu vois, vraiment, comme moi, je le teste avec mes athlètes, ou les autres entraîneurs le testent avec leurs athlètes. Mais en fait, si on isole les choses et qu'on fait juste des liens et des confluences, c'est logique et ça fait sens. Mais pour ça, il faut bien entendu avoir les bons protocoles, sinon tu vas à l'envers et il faut être prudent là-dessus. Et du coup, tu l'utilises tout de suite après une séance difficile ou en lendemain de match, par exemple? Ça dépend. En fait, si tu prends des stratégies comme les matchs de hockey, tu vois, qui ont, ou NBA, tu vois, qui ont 3 matchs semaine. Ouais. La semaine dernière, tu vois, j'étais au Canada, je parlais avec des préparateurs du hockey, ils me disaient, sur la saison, ils ont 82 matchs sur la saison, tu vois. Et la saison, elle démarre octobre-novembre et elle se finit en avril, il me semble. Enfin bref, en gros, tu vois, c'est un truc de malade. Et en gros, entre les matchs de promotion, tu vois, etc., d'équipe nationale, ils ont 100 matchs par année. Eux le mettent après les compétitions. Parce que de toute façon, après, tu vas prendre l'avion, après, tu vas partir là, après, tu vas partir là, après, tu as les médias, après, tu as ci. Enfin, tu vois, eux, ils ont un emploi du temps qui est très compliqué et ils le calent de cette manière-là et ça leur permet à la fois de récupérer pour le match suivant. Parce que tu vois, 3 matchs par semaine, même si l'entraîneur fait tourner l'effectif, à un moment donné, tu te retrouves forcément à jouer au moins 2 matchs semaine. Surtout sur des disciplines comme le hockey où en fait tu es remplaçant sans être remplaçant parce que tu fais des 40 secondes, tu pars sur le banc, tu reviens, tu refais 40 secondes, enfin bref, tu passes ton temps à jouer et à aller sur le banc. Donc du coup, eux l'utilisent de cette manière-là. Moi, avec les athlètes, c'est que tu vois, ils n'ont pas forcément leur machine sur le lieu de compétition et il y a quand même du trajet et des choses comme ça. Donc généralement, on le met en séance de lendemain. Ça nous permet à la fois de maintenir les niveaux de force et de pouvoir faire une séance qui est quand même efficace, tu vois, d'un point de vue développement. Même si en fait de l'extérieur on va rien développer, mais par contre on va permettre tu vois, de maintenir les niveaux de force et de remettre une stimulation sans diminuer l'état de fatigue, tu vois, ou l'état général de l'athlète. Et en fait, en le mettant le lendemain, ben, généralement, on se rend compte que le mardi ou le mercredi, si on l'a fait le lundi, ben, on peut remettre une séance sollicitante d'un point de vue énergétique, on peut remettre une séance sollicitante d'un point de vue technico-tactique ou musculaire de manière classique. Et là, par contre, sur cette séance, on a des gains, tu vois. Donc du coup, voilà comment on l'utilise, mais parce que moi, la majorité des athlètes que j'ai, c'est pas des athlètes pro. Tu vois, ils ont une organisation entre guillemets semi-pro, mais ils sont pas à 100% là-dessus et on n'est pas structuré, tu vois. Les sports d'endurance, c'est pas structuré comme en NBA ou en NHL où bah, tu peux avoir tout ça. Ok, tu parles des protocoles et j'ai une question à titre de comparaison avec on va dire des exercices plus classiques. Par exemple, si je fais un squat, mon protocole, ça peut être temps de série et temps de répétition, ça peut être intention de vitesse, pourquoi pas le temps sous tension aussi qu'on va calculer. Quand on fait un exercice avec la machine iso-inertielle, est-ce qu'on peut utiliser différentes, on va dire différentes méthodes? Voilà.
quand je parle de méthode, tu vois, c'est le nombre de reps, les intentions, etc. Ou alors tu vas te fier, te fier uniquement à un paramètre. Est-ce que c'est les mêmes méthodes ou justement c'est des méthodes spécifiques à la machine? En fait, oui, parce que dans un premier temps, déjà que tu sois entraîneur ou athlète, il faut que tu gardes quelque chose que tu maîtrises. Tu vois. Là, en fait, en premier, la majorité des protocoles, c'est tu prends le même protocole que tu as pour le développement musculaire ou énergétique, parce qu'on peut faire aussi de l'énergétique à la machine. Et du coup, je le calque, entre guillemets, avec quelques adaptations et une certaine autorégulation pour les athlètes, parce que ça a quand même une sollicitation différente, et je le calque sur ma machine. Tu vois. Donc, je fais toutes les machines que tu as, enfin, tous les protocoles que tu as l'habitude d'avoir, que ce soit pour l'hypertrophie, pour la force. Tu fais des clusters, tu fais des drop sets, enfin, bref, tu fais vraiment ce que tu as envie. Tu vois. La seule différence, c'est que la plupart des protocoles, ils sont soit basés sur du VPT, soit basés sur du pourcentage d'un RM. Tu vois. En body, ils sont plus sur les reps en réserve, tu vois. Mais la majorité, en gros, c'est ces trois paramètres qui régulent la résistance. Tu vois. Nous, à l'isoinertiel, on peut pas, enfin, on n'a pas de kilo. C'est compliqué que quand tu découvres l'iso inertiel de me dire ouais, la Gaël, j'avais 3 reps en réserve parce que tu vois, c'est nouveau pour toi. Et après, tu as la vitesse. Tu vois. Enfin, sur la majorité, enfin, les machines du marché, elles n'ont pas toutes des datas. Moi, je te conseillerais d'avoir des datas si tu veux vraiment monitorer les choses. Mais du coup, en gros, moi, la machine que j'ai développée, ben, j'ai beaucoup de data, dont la vitesse. Tu vois. Et après, c'est de se dire, est-ce que je veux la vitesse en pic, la vitesse moyenne? Est-ce que je veux la vitesse que excentrique? Est-ce que je veux la vitesse que concentrique? Est-ce que quand j'analyse, je veux la vitesse que dans telle amplitude ou pas? Est-ce que la vitesse chute durant ma rep en excentrique ou en concentrique? Bah, ça, c'est des choses après que tu vas aller chercher. Mais du coup, globalement, au début, tu prends ça et tu te bases sur le range de vitesse. Parce que c'est ce qui est le plus parlant et c'est ce qui fonctionne. Tu vois, tu prends les temps sous tension, globalement, tu te trompes pas. Tu vois, à peu près. Tu vois, sur tes développements de qualité, et tu prends les temps sous tension. Tu les nuances un peu parce que vu qu'il n'y a pas de pause à l'iso inertiel, ça va te taper au début. Mais on a, entre guillemets, euh, pour certaines qualités, moi, c'est ces protocoles-là que j'ai adaptés et nuancés avec les marqueurs de data qui correspondent et j'utilise ça. Après, on a développé d'autres protocoles qui sont spécifiques où là, en fait, on va pouvoir aller chercher différentes choses. Tu vois, si on veut, tu vois, un protocole de développement en skills, ben, malheureusement, en muscu conventionnel, il n'y en a pas, ou très peu. Tu vois. Donc, du coup, on a dû les développer. Un protocole tendon, tu vois, par exemple, spécifique pour les tendinites. On a des très bons résultats à l'iso-inertiel sur les tendinites, tu vois, notamment les tendinites chroniques, où on arrive à, en fait, à régénérer la matrice de collagène, tu vois, comme je te disais, les adaptations biochimiques. Ça, pareil, tu les as pas avec un outil conventionnel. Tu vois, c'est un protocole qui est spécifique à ça. Et après, derrière, pareil, c'est de se dire quel est mon objectif. Si tu veux aller chercher de l'hypertrophie ou de la capacité d'absorption, bah, du coup, tu as un continuum de surcharge excentrique. L'iso-inertiel joue très bien ce rôle pour ça. Tu vois, d'habitude, tu prends des clusters, pas des clusters, des weight releasers ou tu vois d'autres outils qui te permettent de faire de la surcharge excentrique. À l'iso-inertiel, tu as un continuum de 8 étapes qui te permettent de faire de la surcharge excentrique avec des protocoles spécifiques pour ça. Tu veux de la force max, ben pareil, tu vas combiner avec différentes modalités de stimulation à l'iso-inertiel pour aller développer la force max. Et après, ça, tu l'individualises parce que, en fait, la force de l'iso-inertiel, c'est que tout le monde le voit comme un outil de développement, mais moi, je le vois surtout comme un outil de profilage. Bon, en fait, on n'a pas, aujourd'hui, on a des plateformes de force. Mais c'est bien, la plateforme de force, elle te donne juste, c'est un profilage, et après, il faut d'autres outils pour développer ce que tu as vu à la plateforme de force. Alors que l'iso-inertiel, tu fais tes tests de profilage. Euh, ça te donne la même chose que ta plateforme de force. Capacité d'absorption, capacité de restitution, capacité élastique, RFD, RPD, tout ce que tu connais de manière classique avec une jauge ISO ou une plateforme de force.
ou même que tu aurais avec un 1080 ou tu vois, des outils comme ça. La seule chose, c'est que tu ne l'auras pas sur 100 mètres, tu l'auras sur une rep, tu vois. Enfin, une rep, ouais, 2 à 3 mètres d'amplitude. Donc après, c'est à toi de mettre l'exercice qui correspond le mieux à ton profilage. Et en fait, à partir de là, tu vas voir de quoi tu as besoin. Et après, tu construis tes protocoles en fonction de nous, ce qu'on voyait, c'était OK, on profile le gars, on voit qu'il a besoin de ça. OK, ben on crée un protocole en fonction de la littérature et de nos retours terrain pour améliorer ça. Et en fait, chaque fois qu'on avait un athlète qui avait une nouvelle chose qui apparaissait sur le profilage, ben en fait, on regardait comment on pouvait le modifier, si tu veux, l'améliorer, et si c'était pertinent pour lui ou pas dans sa discipline, tu vois, parce que des fois, il y a des choses où c'est normal que l'athlète ne soit pas bon dans telle chose, puisqu'il, tu vois, tu prends un nageur, tu prends l'ensemble de son signal excentrique, ils n'en ont jamais dans l'eau, tu vois. Donc, du coup, c'est de se dire, c'est OK, l'athlète, il est blessé, donc il faut que j'améliore ça. Et dans ce cas-là, on a les protocoles spécifiques pour ce domaine-là. Ou alors, derrière, nous, en fait, on va en fonction des spécificités, tu vois. L'ISO inertiel, en fait, on sait qu'on peut développer 3 grands domaines qui sont l'aspect structurel, l'aspect nerveux ou l'aspect énergétique. Donc, à partir de là, on a nos différents tests de profilage pour ces 3 domaines. Et après, tu veux, dans l'aspect nerveux, ben, tu as toutes les qualités qui sont avec le facteur nerveux. On a les protocoles spécifiques. Tout l'aspect structurel, on a les protocoles spécifiques. Et l'aspect métabolique, pareil. Ok. J'ai plein de questions qui me sont venues au fur et à mesure. Je vais te poser la première, elle est assez rapide. Tu as parlé de l'intérêt pour les tendinites. Est-ce que c'est dû au fait que du coup, tu peux avoir euh, comment dire, un accent sur la phase excentrique et donc tu vas venir stimuler davantage les fibroblastes, pardon, et donc du coup favoriser la synthèse enfin la matrice de collagène, etc. Est-ce que c'est dû à ça? Je te dirais oui et non. Parce que aujourd'hui, tu regardes, je sais plus, j'étais tombé il y a quelques mois ou l'année dernière, tu sais, sur une formation de kiné où il disait là, c'est bon, on remet tout à plat, la prise en charge des tendinites, elle n'est pas bonne. Maintenant, c'est l'ISO qu'il faut, oui, il faut ça, il faut ça. Enfin, tu sais, chaque fois, le monde médical se met d'accord sur un référendum en disant ok, les tendinites, c'est pas comme ça qu'il fallait les prendre, on s'est trompé. Tu vois, c'est comme il faut du froid, il faut de l'excentrique, il faut ça, tu vois. Moi, je t'avoue que je regarde ça de manière un petit peu détachée. Et aujourd'hui, tu vois, le consensus qui tombe, c'est de se dire aujourd'hui, pour prendre en charge une tendinite, déjà, il faut s'apercevoir du grade et est-ce que le tissu est lésé. Tu vois. Ça, c'est la première des choses. Ça, pour le coup, c'est les kinés qui le gèrent, c'est pas moi. Et, enfin, c'est pas l'iso inertiel qui va le gérer. Tu vois. Après, les kinés, ce qu'ils te disent, c'est il faut que tu aies de la sollicitation régulière et au-delà de 70% de ta capacité max. Tu vois. Enfin, oui, il me semble que c'est à 70%. Donc, en gros, c'est des charges qui sont quand même importantes. Le problème, c'est que quand tu as un tendon qui est lésé, ben, tu ne peux pas lui mettre de la sollicitation parce que du coup, tu vas mettre trop de temps à récupérer. Parce qu'en fait, souvent, les kinés dans la prise en charge, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, ouais, tu sollicites, puis tu regardes à J+24, J+48, est-ce que tu as des douleurs ou est-ce que tu as une dégradation de la fonction? Tu vois. Et le problème, c'est que en fait, tu as besoin de force, mais quand tu mets de la force, c'est trop tôt pour soigner le tendon. Tu vois, souvent, c'est ce qu'ils te disent. Et c'est pour ça en fait que les kinés mettent de l'excentrique parce que ça te permet de mettre de la charge sans la contrôler. Enfin, entre guillemets, sans la contrôler. Le patient, il triche pour pas avoir de symptômes. Du coup, il fait de l'excentrique, ça lui active, entre guillemets, par effet secondaire, la matrice des fibroblastes, comme tu le disais. Et donc, du coup, super. Tu vois. Et après, derrière, tu as l'autre partie, je fais de l'isométrie pour avoir l'aspect antalgique. Et du coup, j'ai plus de douleur. Donc, comme j'ai plus de douleur, je peux recharger plus. Et je peux réussir, en fait, à avoir plus de sollicitations. Et en fait, tu as un espèce d'effet ricochet entre tous ces domaines qui te permettent d'avoir une santé tendineuse qui va se rétablir et qui active la matrice de collagène. Tu vois. Moi, ce que je vois plutôt avec l'iso inertiel, c'est l'aspect. Ce qu'on oublie surtout, c'est que le tendon, il a besoin de sollicitation mécanique, il a besoin de vibration et de stimulation. Tu vois. Et aujourd'hui, le tendon, à quoi il réagit le mieux, c'est à la vibration. Tu vois. Et la vibration, c'est quoi? C'est une fréquence. Donc, je te parlais tout à l'heure de signal moteur. Et donc, du coup, l'iso inertiel, ça va te permettre de faire à la fois de l'isométrie
entre guillemets, des microphases d'isométrie, parce que du coup, si tu la règles correctement, tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir faire des microdoses d'excentrique, puisque du coup, ça sera un excentrique où l'athlète est réellement en excentrique, parce que on sait, enfin, on le voit, le mec qui te dit ouais, je fais de l'excentrique, quand tu vois la vitesse où il descend et de la manière dont il descend, il fait pas de l'excentrique, tu vois, c'est juste, il rattrape une barre qui tombe par terre, tu vois. Donc du coup, tu vois, ça te permet de faire des microdoses d'excentrique, mais dans la bonne zone optimale pour l'athlète, parce que ce qui est sûr, c'est que les boucles bêta et toutes les boucles de rétroaction, si tu es lésé, et les lois de Sherrington, tu ne créeras pas de mouvement que tu n'es pas capable de gérer selon l'état de la structure et l'état contractile. Tu vois. Ça, c'est le corps humain, il est fait comme ça. Donc, du coup, tu auras ces microdoses d'excentrique qui vont te permettre en fait, d'être dans ta zone optimale de développement et avec une tension continue qui te permet en fait d'alterner des phases de contraction ou des types d'actions musculaires avec une tension continue et d'avoir un peu cet effet vibration qui en fait te permet de activer toutes les matrices de collagène et en fait d'avoir cet effet réparation, tu vois. Ok, d'accord. Ok, ça avait piqué ma curiosité, mais ouais, je comprends mieux par rapport au protocole, comme tu l'as expliqué, un peu plus classique, du coup, qu'on retrouve avec les kinés avec juste de l'isométrie ou juste de l'excentrique. Ma deuxième question que j'avais en tête, c'était par rapport à l'hypertrophie. Tu as dit que du coup, on pouvait faire plus du structurel du coup avec l'iso-inertiel. Est-ce que tu pourrais parler un peu des différences? Parce que je pense que tout le monde connaît un peu les méthodes classiques. Tu as des poids de muscu et tout, et voilà, tu bosses en hypertrophie. Comment ça fonctionne avec l'iso-inertiel? Est-ce que on a les mêmes gains ou alors c'est différent? Si je te reprends la logique du début, part du principe que tu as plus de gains plus rapidement. Tu vois, ça, c'est dans tous les cas, c'est ça. Après, en fait, c'est pourquoi je fais de l'hypertrophie et quel intérêt j'ai à avoir l'hypertrophie. Tu vois, l'hypertrophie, tu peux la faire. Enfin, si tu regardes ce que te dit Schwarzenegger ou tu vois les Monsieur Olympia, ils te disent, fais tout, ça fera de l'hypertrophie. Tu vois ce que je veux dire? Du moment que tu appliques Ouais. du stress métabolique, de la tension mécanique et de l'intensité, tu auras comment ça s'appelle, de l'hypertrophie. Après, tu as les petites nuances avec la morpho-anatomie, tes leviers musculaires, euh, comment tu es construit et qu'est-ce qui va développer une meilleure stimulation pour toi. Tu vois. Mais du coup, l'avantage en fait de l'hypertrophie à l'iso-inertiel, c'est que déjà, tu passeras pas plus de temps qu'il ne faut pour avoir le même développement. Tu vois. Des fois, l'hypertrophie, tu peux atteindre des plafonds. Et tu vois, c'est problématique. Il faut que tu aies de la variété, il faut que tu aies pas mal de paramètres comme ça, qui du coup, en fait, avec l'hypertrophie, ça se fait naturellement. Donc déjà, tu as ce côté-là. Tu as la tension continue qui, à l'hypertrophie, en fait, tu vas faire ça du moment que tu respectes ton hygiène de vie et l'intervalle entre tes séances, tu vas prendre de la masse de manière très rapide. Mais tu vois, ça, tu peux déjà l'avoir avec d'autres outils. La seule chose, c'est que comme tu as une tension continue, tu feras des séances plus courtes, tu récupéreras mieux, tu dormiras mieux, tu pourras mieux manger. Enfin, tout le cycle du bodybuilder classique, tu vois. Donc voilà. L'avantage en fait de faire de l'hypertrophie pour une logique de transfert dans la performance à l'iso-inertiel, c'est qu'en fait tu vas faire de l'hypertrophie qui est connectée. Donc ce qu'on appelle hypertrophie fonctionnelle. Et donc l'avantage en fait c'est que tu vas créer du tissu dynamique ou du moins du tissu utilisable de suite. Tu vois. Souvent en fait on se rend compte que tu crées l'hypertrophie selon la manière dont tu l'as créé, c'est difficile parfois d'avoir. En fait, tu as tes plateaux, il faut que tu montes ta force, après tu mets ta masse, après il faut que tu montes ta force, et il faut que tu montes ta masse. Tu vois parce qu'en fait, à un moment donné, faire que de l'hypertrophie, il faut que tu aies la structure derrière et la capacité contractile qui aille avec. Tu vois, l'avantage en fait de l'iso-inertiel, c'est que tu vas créer en fait une base de force et une base d'hypertrophie en même temps. Et juste, tu vas venir onduler ou nuancer sur une valence plutôt qu'une autre.
Et donc, du coup, tu vas avoir une planification qui est beaucoup plus simple à organiser et des cycles beaucoup moins longs. Tu vois, tu n'auras pas besoin de dire je fais un 12 ou un 16 semaines d'hypertrophie, après je refais un 16 semaines de force, après je refais un déload, après je refais ci, tu vois. En fait, c'est que tu vas venir nuancer les choses et tu auras des gains d'une semaine sur l'autre, d'une séance sur l'autre, tu vois. Donc, ça, cette logique, c'est ça. Et après, l'aspect structurel, tu vas créer de l'hypertrophie qui sera en capacité, et tu auras un tissu conjonctif et contractile qui sera en capacité directe d'emmagasiner et restituer l'énergie, ce qu'on cherche en fait en performance, en sport. Et du coup, tu as une économie de mouvement en fait qui va venir naturellement, tu vois, là-dessus. Mais si tu veux, j'ai jamais travaillé avec du bodybuilding pur. Mais tu vois, pour avoir beaucoup échangé avec des collègues autour de moi qui sont vraiment là-dedans, et les quelques formations que j'ai fait là-dedans qui avaient cette balance, en fait, c'est les liens que j'ai fait, c'était ceux-là. Ok. Je vais te titiller un petit peu sur ce que tu viens de dire, parce que ça m'intéresse. Mais du coup, tu parles de, entre guillemets, travailler à la fois la force et ouais, l'hypertrophie en même temps, du coup. Mais si je te dis, par exemple, je vais faire un cycle on va dire de muscu classique, mais du coup, je vais être relativement lourd et je vais faire des séries de, on va dire, 5-6 reps, où du coup, je vais venir stimuler à la fois la force, parce que je vais mettre lourd, entre guillemets, mais je vais être quand même sur 5-6 reps, et du coup, ça va quand même stimuler l'hypertrophie. Est-ce que c'est sensiblement la même chose ou ça reste quand même relativement différent? Parce qu'on Hum, pourrait le voir comme ça d'une certaine manière. ouais, On travaille après, à la fois après, aussi. ce qui est sûr, c'est que on réinvente pas la roue. Tu vois ce que je veux dire, c'est que l'hypertrophie fonctionnelle, enfin, ça a déjà été fait, et enfin, ça sera fait avec des outils conventionnels, tu vois. Euh, Ouais. donc ça, il faut le garder en tête et voilà. Moi, là où je te dis, enfin, je te dis c'est la même chose parce que de toute façon, tu auras les mêmes adaptations. Par contre, tu les auras avec une meilleure qualité et plus rapidement, tu vois. Et en fait, en fait, sur le moment, c'est la même chose. Par contre, sur une logique long terme de performance, quand tu vas passer sur le terrain, tu vois, quand je dis long terme, c'est je sors de la salle ou je sors de la prépa physique et je vais sur le terrain. Ben, en fait, ces gains-là seront directement transférés. Tu vois, là où des fois c'est compliqué, euh, euh, tu vois, d'avoir un peu d'application directe, de lien direct. Tu vois, tu prends des athlètes, je sais pas, de sport co ou de sport indiv. euh, Tu vois, de sport de combat, normalement, enfin, par exemple, où tu as besoin d'avoir quand même de la masse, mais tu dois réguler ton poids avec tes catégories. Euh, L'avantage, c'est ça, c'est que tu peux pas mettre 16 semaines pour développer la masse, puis après 16 semaines pour redévelopper la force, et après refaire un cycle un peu hybride pour près de la compétition. Tu vois, ça te demande beaucoup de temps. Là, l'avantage, c'est que tu vas venir nuancer directement, et en fait, l'athlète aura pas une phase de fluctuation, tu vois, où en gros, euh, le corps va s'adapter. Il y a une phrase de Jérôme Siméon qui disait le corps sait ce qui est bon pour lui. Et du moment que tu lui donnes une sollicitation dans sa logique de performance, le corps créera l'hypertrophie qu'il a besoin, le corps créera les adaptations en force dont il a besoin, si tu veux. Et ça, par contre, c'est faisable si tu lui donnes une haute qualité de stimulation. Et c'est ce que fait l'iso-inertiel par rapport à une barre ou à une méthode classique. Ok. J'ai une autre question, c'est quelque chose qui me paraît logique du coup là dans la conversation qu'on a. Est-ce que du coup le fait de travailler avec l'iso-inertiel, on va mettre moins de contraintes mécaniques sur tout ce qui va être articulaire, tendineux, etc. comparé à par exemple si on fait Ouais. un travail plus ou moins similaire avec des charges additionnelles. Du coup on aurait on va dire entre guillemets, un risque de blessure moins important. Ouais, Je sais pas 100%. si je sais pas si je l'ai bien formulé. Ouais, ouais, 100%. En fait, tout à l'heure, je te parlais des adaptations tissulaires. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une réorganisation de tension autour des articulations d'un point de vue biomécanique avec l'iso-inertiel lié à enfin, lié à différentes clés de l'iso-inertiel, tu vois. Et ça, on l'a pas dans les autres outils. Et donc, ça, c'est l'avantage déjà, c'est que tu redonnes la fonction articulaire d'un point de vue vraiment structurel, tu vois, comme tu pourrais l'avoir de manière mécanique, tu vois. Et après, d'un point de vue sollicitation, tu vas aller que dans des zones de sollicitation que la personne est capable d'aller. Tu vois, on se rend de plus en plus compte, notamment sur les athlètes de haut niveau,
qui ont des carrières longues, que de toute façon, à un moment donné, quand tu fais du rugby, tu vas devoir faire du squat, tu vas devoir faire de l'overhead press. Tu vois, tu as des mouvements que tu dois passer par ces mouvements parce que ta discipline, à un moment donné, tu ne vas pas réinventer la roue. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de passer par ces mouvements. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que avec le temps, avec les blessures du terrain, de la vie en général, tu es de plus en plus limité dans ces mouvements. Et à long terme, ces mouvements peuvent créer des petits soucis, tu vois, où du coup, tu vas devoir prendre des adaptations dans ces mouvements ou dans ta préparation pour pouvoir avoir le même niveau de sollicitation. Et tu vois, derrière, tu le vois sur des problématiques de hanche, des problématiques d'épaule. Ça, tu l'as en muscu, mais tu l'as ailleurs. Tu vois, tu prends un nageur ou un handballeur ou un volleyeur, la problématique d'épaule, tu vois, elle est récurrente. Tu vois. Donc, du coup, si toi, derrière, tu viens lui renforcer l'épaule avec un truc qui va encore créer un stress mécanique, parfois, c'est pas la solution la plus adéquate. Donc, du coup, l'avantage en fait de l'iso inertiel, c'est que en fait, comme tu fonctionnes, l'iso inertiel, ça fonctionne sur une structure en fait biotensègre, qui est le corps humain. Et le corps humain, en fait, il est biotensègre. Donc, quand je mets une tension à un endroit, le corps humain se régule et disperse la tension dans l'ensemble de sa structure. Et ça, c'est soit les os, soit le tissu conjonctif, notamment le fascia, soit les unités contractiles, les muscles, etc. Il le fait de différentes manières, avec des restrictions d'amplitude, avec des régulations de tonus, ou avec parfois, si tu veux, il triche un peu, où il va venir au niveau osseux ou capsule articulaire, tu vas avoir un bassin décalé, tu vas avoir une capsule articulaire qui va être un peu décalée, tu vois, dans le sens où l'ostéo, il te le dit tout le temps et tu peux vivre comme ça, c'est pas un souci. Mais par contre, c'est la régulation et la stratégie de compensation que le corps a mis en place par rapport aux différentes contraintes. Et du coup, l'iso inertiel, en fait, comme ça joue sur la même dynamique, je parle physique, tu vois, d'un point de vue de la physique, de comment les tensions se répartissent. Et du coup, ça va venir de manière non invasive contribuer à créer une régulation de tension. Tu vois, je ne dis pas un équilibre parce que l'équilibre, parfois, c'est abstrait. Si tu as passé 10 années dans un schéma, tu sais pas, en claquant des doigts et en faisant 2 séries d'iso inertiel ou une séance d'ostéo ou bref, ou une séance de posturo que tu vas te remettre à l'équilibre, tu vois. Et peut-être que tu n'as pas besoin de fonctionner comme ça, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu cette logique-là qu'on constate aujourd'hui et que les athlètes de carrière longue à haut niveau, en fait, ça leur fait énormément de bien. Et tu vois, tous les retours qu'on a, c'est ça. Ok, ok. Et tu gères un peu les charges d'entraînement? Comment tu prépares des séances sur de l'iso inertiel? Est-ce que tu prépares avec un nombre de séries, un nombre de reps et par la suite, comment tu gères un peu tu gères, pardon, les charges d'entraînement avec cette machine? Ouais. C'est une très bonne question parce que j'ai envie de te dire, je te dirais, tu les prépares pas. Ça serait la solution déjà. La première solution, c'est que tu les prépares pas et tu régules. Par contre, en gros, c'est que tu Ah, prépares pas ta ok. séance. Par contre, tu mets en place des systèmes qui te permettent de réguler et individualiser à l'instant T quand tu vois ton athlète. L'autre option, qui est plus méthodo, mais tu vois, en prépa physique, on nous a toujours dit, ouais, il y a un cadre, c'est 4 séries de temps de récup, temps de scie, enfin, c'est hyper normé et en fait, tu passes 3 heures, tu passes plus de temps à préparer ta séance qu'à la réaliser et à faire ton cycle, tu vois. Ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que la plupart des athlètes, enfin des prépas qui bossent avec du haut niveau, ils préparent, mais par contre, ils laissent tout le temps une marge pour réguler, tu vois. Donc en fait, tu mets ton cadre et tu sais où tu veux aller. Et moi, c'est ce que je fais avec l'iso inertiel. Je veux telle thématique, tu vois, ou je veux telle logique sur les prochaines semaines. Mais par contre, je me débrouille de réguler ou de laisser ouvert les choses, tu vois. Que ça soit sur l'état de l'athlète dans lequel il arrive à la séance, tu vois. Il est fatigué de sa journée, et il a mal récupéré de la veille, il a mal dormi, il est malade, tu vois, bref. Ou après, du coup, de me dire, en fait, j'ai peut-être pas fait le bon choix dans sa programmation et je vais partir sur autre chose parce que là, on s'est aperçu qu'il m'a fait tel retour et il faut travailler telle chose en priorité. Tu vois. Moi, ce que j'irais, c'est, j'irais pas travailler euh, à la série et à la rep, j'irais au temps de maintien. Tu vois. Comme en fait le fait le temps sous tension en muscu.
Et certaines écoles comme Thibaudot, Poliquin, Cazot, enfin tu vois, tout ce courant-là, eux ils sont sur le temps sous tension. Et après tu le fractionnes et tu le mets en place sur ta séance. L'autre logique, c'est la charge. Tu vois, de manière conventionnelle, on travaille avec un pourcentage de charge, des kilos, enfin voilà. Tu sais que la force max, elle est dans tel range, voilà. À l'iso inertiel, c'est un peu différent, c'est-à-dire que tu peux avoir une machine chargée à vide et faire de la force max. Tu peux avoir une machine chargée à pleine puissance et faire de la récupération. Enfin, à pleine charge et faire de la récupération. Et ça, c'est individualisé et c'est dépendant soit des tests de profilage que tu as fait en amont, si tu as une machine qui le permet, soit de ton observation et de la vitesse, en fait, enfin, pas de la vitesse, mais de la manière dont bouge l'athlète. Si tu veux. Et du coup, la manière dont il bouge dans l'ensemble du mouvement, dans l'ensemble des phases du mouvement. C'est-à-dire que si tu viens avoir une forte capacité d'accélération quand tu te fais aspirer par la machine, à un moment donné, selon la thématique que tu travailles, c'est pas logique de garder comme ça. Tu vois. Et donc, du coup, la logique, en fait, ça serait de venir observer l'athlète et du coup, en fait, tu peux mettre la même charge et travailler différentes qualités selon les modalités que tu vas mettre. Pareil, selon si tu vas régler les ratios excentriques concentriques de ta machine, si tu vas régler les profils force ou les profils vitesse de la machine, etc. Selon ta courbe, où tu veux travailler dans ta courbe force-vitesse, même si tu vois aujourd'hui c'est pas mal remis en question et tu vois on se rend compte que les adaptations elles sont pas toujours transférables à la discipline. Mais voilà moi pour l'instant comment je fonctionne. Mais par contre en fait on est plus sur de l'autorégulation que sur de la préparation. Ok. Et question assez générale, parce que tu ne pourras pas donner de réponse précise, je pense, mais comment tu intègres cet outil dans, dans un système, comment je peux appeler ça, ouais, un système de préparation physique assez général, parce qu'évidemment, ça reste un outil. Je pense pas qu'on va utiliser que ça, comme, je sais pas, quelqu'un qui adore l'haltérophilie, il va pas utiliser que l'haltérophilie. Comment tu l'intègres dans un système d'entraînement? Est-ce que tu l'utilises à chaque séance? Est-ce que tu l'utilises par période? Est-ce que tu pourrais donner un peu des pistes de réponse générales du coup? Parce qu'après, ça dépend évidemment du contexte des sportifs, etc. Ouais, bah après j'aime beaucoup ce que tu as dit sur c'est un outil, tu vois, et tu vois, aujourd'hui, moi je cherche beaucoup sur l'iso inertiel, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout. Tu vois. Il y a beaucoup de cas où ça fonctionne, il y a des cas où, dans une logique différente, ça ne vaut pas le coup de passer forcément par là en priorité. En fait, l'iso inertiel, je le mettrais selon déjà d'un point de vue holistique, tu vois, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le sport et dans la performance, on fait des choses en fonction des moyens qu'on a. Tu vois. On ne fait pas en fonction de la méthode ou des compétences qu'on a, tu vois. On fait en fonction des moyens, tu vois. Si déjà tu n'as pas de salle de muscu ou ton athlète il n'est pas dispo tant de fois par semaine, etc. Tu vois, tu vas aller chercher ces stratégies-là. Si tu as une compétition 3 matchs par semaine, ben, tu n'iras peut-être pas chercher les mêmes outils que si tu en avais une compétition tous les 6 mois, comme dans certains sports. Tu vois. Donc, du coup, moi, je te dirais, c'est aujourd'hui, l'iso inertiel, ça couvre beaucoup de domaines. Tu vois, on en a parlé dans le début du podcast, de la potentiation, de la puissance, de la force max, de la récup, du structurel, de la réhab, etc. Et après, du coup, je le placerai en fait selon ce que j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais faire la potentiation. Ben, forcément, si j'ai toutes les conditions réunies, je vais faire de l'iso inertiel en début de séance pour l'échauffement dans telle configuration. Et en lien avec la thématique de la séance, je vais faire mes situations qui répondent à la stratégie que j'ai choisie pour l'athlète pour ses compensations, pour son développement. Tu vois, encore une fois, si je dois faire c'est pas la même chose de est-ce que c'est un athlète débutant ou au contraire expérimenté, tu n'auras pas la même stratégie, tu vois. Et donc du coup, l'iso inertiel, en fait, ça peut jouer un rôle qui est super intéressant en potentiation, en pré-fatigue, en restitution aussi, sur de l'intégrer dans des situations techniques où tu vas mettre de l'iso inertiel, combiné à de l'iso inertiel sur le terrain si tu peux l'avoir. Et ça, peu importe le sport, hein, que ce soit du sport co ou du sport individuel.
si tu dois faire de la réhab, du coup, tu vas faire de l'iso inertiel dans telle phase de la réhab parce que ça fait plus sens, tu vois. Et après, tu auras d'autres outils, tu vois. Genre, il y a plein d'outils en réhab. Pareil, tu sais que tu as une problématique de hanche ou une problématique tendineuse ou j'en sais rien, ou autre chose, un déficit de force lié à ta discipline, je vais mettre de l'assistance, tu vois, ou un complément iso-inertiel parce que c'est ce qui a le plus de résultats en moins de temps, donc du coup, je vais le mettre comme ça. En fait, l'iso-inertiel, ça peut convenir à énormément de situations. Et en fait, c'est plutôt le contexte. C'est avec quoi je mets l'iso-inertiel et comment je mets l'iso-inertiel, tu vois. Derrière, si j'ai les possibilités de le mettre correctement, je le mets. Si par contre, c'est plus compliqué et ça m'amène moins de résultats, je le mets pas, tu vois. C'est un peu abstrait comme réponse, mais voilà. En gros, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, par exemple, les projets fédéraux en ski, ils demandent à tous les jeunes de je sais plus quel âge de maîtriser les 2 mouvements d'haltéro. Je sais pas pourquoi, mais ils leur demandent, tu vois, parce que eux, ils ont une logique de parcours de performance fédérale. Donc, du coup, il va falloir leur faire de l'haltéro à un moment donné, tu vois, alors que peut-être sur tu auras une logique différente à un moment donné, tu vois, j'en sais rien. Mais du coup, eux, c'est comme ça que, tu vois, et donc du coup, ça dépend de ton contexte. Tu as envie de faire ce que tu veux, tu n'as pas de contraintes, tu as tous les moyens que tu veux, tes gars sont dispo quand ils veulent, etc. Ouais, amuse-toi à mettre de l'iso inertial combiné avec des méthodes conventionnelles parce qu'elles auront du sens aussi. Et combiné à l'iso inertial, ça donne des résultats qui sont super intéressants. Et voilà, tu vois. Ok. Ouais, c'est bon, évidemment, il ne faut pas donner de réponse précise, mais c'est bien, ça donne des pistes de réponse et une vision assez globale. J'ai deux dernières questions. Et la prochaine question qui fâche peut-être un petit peu, mais je pense qu'il faut l'aborder. On a parlé des avantages de l'iso inertiel. Ça paraît presque un outil magique, mais est-ce qu'il y a des limites à cet outil? Ouais, complètement. Complètement. En fait, l'une des limites de cet outil, c'est pas l'outil, c'est l'utilisation qu'on en fait. Tu vois. Et en fait, on voit tellement de bénéfices que des fois, on tombe trop à l'extrême dedans et on va mal le paramétrer, on va pas être attentif sur l'exécution que l'athlète va faire sur l'iso inertiel. Et donc, du coup, c'est là où en fait ça servira à rien. Parce que, et c'est comme n'importe quel outil, je te fais faire de l'haltéro, si tu mets pas l'intention et le focus sur ce que je te demande, si tu charges trop par ego et du coup tu fais plus l'objectif que je te demande, du coup, tu vois, ça marchera pas, tu vois. Donc, il y a cette logique-là à avoir avec n'importe quel outil, d'autant plus à l'iso inertiel, parce que l'iso inertiel, tu peux faire énormément de bénéfices, mais tu peux, à l'inverse, plus l'outil t'amène des bénéfices, plus s'il est mal utilisé, il va t'amener des inconvénients, tu vois. Là, il y a certaines marques sur le marché et, enfin, tu vois, notamment, c'est pour ça que les gars disaient, ouais, j'ai 6 jours de courbature après avoir fait l'iso inertiel. C'est pas logique que tu aies 6 jours de courbature après l'iso inertiel, mais je le comprends. Parce que ça a été mal utilisé, mal amené, c'était pas adapté à toi, tu vois. Et que la machine que tu as utilisée, elle est pertinente dans tel domaine de développement, pour telle qualité, et que toi, actuellement, tu n'étais pas capable de gérer ça, tu vois. Donc, du coup, tu vois, c'est un peu ça les problématiques. L'un des défauts majeurs qu'il y a à l'iso inertiel, c'est de vouloir absolument charger. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, il faut. Enfin, normalement, à l'iso inertiel, au début, tu dois avoir que des bénéfices. C'est-à-dire, si tu commences à sentir de la courbature ou des choses qui ne vont pas, c'est que c'est mal utilisé. Je parle pour un débutant. À moins que tu maîtrises parfaitement l'outil et que, comme je te disais, tu maîtrises tous les protocoles, toutes les modalités de réglage de la machine, tu connais toutes les machines du marché en fonction de leur spectre tu vois, d'utilisation qui est vraiment chaque fois le mieux, etc. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt. Enfin, tu vois, tu vas tomber là-dedans. Et là, tu vois, ça va au-delà de ça, c'est qu'au-delà des courbatures et de tout ce qui va avec, euh, on a quelques études qui sortent, qui commencent à sortir maintenant, où en fait, on a une inhibition motrice qui se crée tu vois. Ce qui va à l'inverse de ce que je t'expliquais tout à l'heure sur les adaptations motrices, tu vois. Mais donc, du coup, ça peut potentialiser, mais en fait, ça va dans la même zone et ça va inhiber, tu vois. Donc, ça, c'est. Tu prends des athlètes débutants, tu leur mets trop d'iso inertiel, tu auras ces problèmes-là. Tu la règles ou tu la calibres mal, tu auras les mêmes soucis.
Et pareil, tu la périodises mal sur l'année où il y a des moments où tu en as besoin de plus et des moments où, dans ta semaine, tu vois, tu t'en fais trop ou pas assez, parce que tu vois, c'est toujours une logique de progressivité et d'individualisation. Ben, tu peux avoir des effets qui sont vraiment délétères et il vaut mieux rien faire dans ce cas-là, tu vois. Ok. D'autres limites que tu aimerais mettre en avant? Hum, ouais, en fait, c'est plus d'ordre global où, tu vois, comme je te disais, c'est que aujourd'hui, en fait, l'iso inertiel a été catégorisé comme une machine excentrique. Et donc, du coup, comme c'était une machine excentrique, il faut que ça t'aspire. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, il faut que tu te fasses aspirer dans la phase excentrique. Il faut que ce soit lourd parce que tout le monde a comme idée que enfin que l'excentrique c'est lourd, que l'excentrique c'est lent. Euh, tu vois, et que en fait, du coup, tu crées des adaptations hypertrophiques tissulaires avec cette logique-là. Mais par contre, tu crées aucune adaptation motrice, chose que tu as envie en tant que prépa physique pour de la performance, tu vois. Donc du coup, en fait, tu retombes, c'est le serpent qui se mord la queue. Et tu vois, l'un des conseils que je donne vraiment souvent, c'est ça, c'est de se dire, quand tu choisis ta machine sur le marché, vérifie que tu peux réellement aller chercher un spectre large de charge, un spectre large d'amplitude, un spectre large de cinétique de mouvement, tu vois, dans le profil force-vitesse ou dans les ratios excentriques-concentriques, que tu aies les bonnes datas pour, tu vois, que ça ne te donne pas juste une barre de puissance sur un téléphone, tu vois, ça ne marche pas. C'est pas pertinent pour toi. Et parce que du coup, tu vas te restreindre dans l'utilisation de l'outil, ça va te coûter cher. Tu vas mettre du temps à te former et à l'utiliser pour au final, en fait, peu de bénéfices. Et après, tu vas dire, ben, ouais, ça fonctionne pas tant que ça, tu vois. Mais parce que, du coup, enfin, ça, c'est une des choses que je me suis rendu compte au fil des années, chaque fois que j'échange avec des prépas. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, tu vois, je fais des conférences et j'interviens. En fait, au début, c'était pas forcément mon boulot, mais je me rendais compte que, ben, au final, les gens, en fait, si on les éduque pas à ça, si on leur donne pas du contenu, des formations, en plus d'un outil qui est pertinent, ben, ils l'utilisent mal et du coup, en fait, ils ont une image un peu fausse, tu vois, de l'outil. Ok, c'est super intéressant. On a parlé du coup de plein de choses différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas forcément évoqué que tu aimerais mettre en avant ou pas spécialement? Ouais, après, hein, j'ai dit, on pourrait faire un deuxième podcast avec, mais je pense que ce qui est réellement sous-évalué sur l'iso inertiel, c'est l'aspect transfert. Et on parlait de développement des skills, où Ouais. aujourd'hui, la prépa physique, en fait, elle est quantifiée à la salle de musculation. On l'a réduite là-dessus par, je pense, manque de connaissances, tu vois, sur la discipline ou sur tous les domaines qu'on utilise, tu vois, parce qu'au final, on utilise beaucoup de domaines et parfois c'est compliqué d'être spécialiste ou de maîtriser tous ces domaines-là de manière précise. Et en gros, aujourd'hui, l'iso inertiel, en fait, ça ouvre une porte différente sur la prépa physique, ou comme certains l'appellent, la prépa athlétique, tu vois, où en fait, si tu fais de la prépa physique pour faire de l'haltéro ou de la musculation traditionnelle, ben, du coup, tu es coach de body ou coach d'haltérophile, tu vois. Mais au final, tu ne transfères rien sur le terrain. Et aujourd'hui, en fait, des outils comme l'iso inertiel te permettent de te questionner, de voir les choses de manière différente. Et du coup, changer en fait l'accompagnement et la manière de, de construire des séances pour les proposer aux athlètes pour qu'ils soient performants dans leur logique d'activité et dans leur discipline. Et du coup, tu te retrouves à devoir, pas inventer, mais adapter des exercices. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on prend les bibliothèques d'exercices de musculation, c'est des exercices soit de force athlétique, soit de bodybuilding, tu vois. On n'a pas. Il y a un peu, tu vois, les courants de France Bosch qui ont des exercices un peu plus ouverts, tu vois, en termes de spécificité et qui vont aller chercher des spécificités justement plus transfert dans la discipline. Mais du coup, on a un peu plus de mal là-dessus. Et du coup, ça questionne et ça oblige à avoir une méthodologie spécifique dans la sélection et dans la création des exercices. Et tu vois, l'iso inertiel, en fait, ça te permet en fait d'avoir un spectre large qui va aller de l'assistance ou du mouvement de force athlétique. Tu vas pouvoir les faire à l'iso inertiel. Tu vas pouvoir faire tes semi-techniques avec, d'altéro, enfin bref, classique. Mais du coup, tu vas pouvoir aussi avoir en fait à tes niveaux de spécificité où tu vas pouvoir en fait aller chercher l'ensemble de ta planification ou du coup
du chemin que tu vas faire avec l'athlète pour l'emmener vers sa discipline et vers ses objectifs annuels. Et tu vois, ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est assez abstrait. C'est-à-dire que soit je fais de la force ou de la muscu, soit je fais de la discipline. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui est au milieu. Et tu vois, tu as des courants plutôt Europe de l'Est qui sont pas mal intéressés à ça. Tu as des courants aussi, tu vois, au Barça, eux, ils ont une méthodologie encore différente sur ce qu'ils appellent le paradigme de la complexité et les niveaux de spécificité où en fait on se rend compte que tu peux partir d'un leg extension à un changement de direction avec ballon dans la surface, tu vois, en mode attaque dans un match et que en fait tu as un continuum de plusieurs étapes dans tout ça et que à chaque fois le prépa physique a une part dans la construction de séance pour pouvoir optimiser chaque phase de la spécificité. Et tu vois, aujourd'hui, l'ISO inertiel, je trouve que c'est un outil qui te permet de faire ça. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas vu sur d'autres, tu vois, on a un peu les aquabags, on a un peu les Kaiser, tu vois, ou les poulies, tu sais, qui commencent, tu sais, on a vu des situations un peu comme ça. Mais l'avantage de l'ISO inertiel, c'est que ça apporte encore une fois une spécificité dans la stimulation qui va après aller dans le niveau de spécificité de la discipline et qui, je pense, n'est pas assez abordé et remet au centre en fait le rôle du préparateur physique ou du prépa athlétique en fait dans le projet de l'athlète et dans le staff et le continuum de performance pour sa discipline. Ok. Bah, écoute, c'est super intéressant. On arrive sur la fin du podcast. C'était vraiment super cool. Moi, c'est quelque chose que je connaissais un peu, mais pas vraiment en profondeur. Du coup, j'ai pu te poser un peu mes questions. Et franchement, tu as bien expliqué tout ça. Donc, déjà, je te remercie. C'était très intéressant. Et je vais te laisser le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose, transmettre un message ou ce que tu veux, en rapport ou non avec l'ISO inertiel. Libre à toi de conclure un peu comme tu veux le podcast. Bah écoute, déjà merci pour l'échange, merci pour l'invitation. Bah, écoute, j'espère qu'en tout cas ceux qui ont écouté, ça a pu leur ouvrir des questions, ouvrir des réflexions ou bah, répondre s'il y avait déjà des questions, des choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à continuer à se renseigner et à essayer des choses là-dessus. Qui n'hésitent pas à m'envoyer un message. Enfin, moi, je réponds avec plaisir, que ce soit sur Insta, enfin, ouais, Setup Performance ou Gaelphorie. Derrière, s'ils veulent avoir plus d'infos, il y a la chaîne YouTube où je mets pas mal de capsules sur l'ISO inertiel là-dessus. Donc, tu vois, il y a pas mal de. En tout cas, j'espère que ça va amorcer des réflexions et que ça va pousser les gens à bah, du coup chercher un peu plus là-dessus, à essayer des choses, à avoir un esprit critique sur un peu tout ce qu'on a aujourd'hui en prépa physique et dans le monde de la performance. Et tu vois, je pense qu'il ne faut pas avoir d'attache où aujourd'hui il y a une culture forte en performance. Entre ce qu'on t'apprend, l'image que tu as et la réalité du terrain, il y a quand même chaque fois une différence, tu vois, de performance. Je pense que tu as eu pas mal de gars qui sont réels, tu sais, qui sont vraiment dans de la performance tous les jours. C'est pas comme on te l'apprend sur les bancs de la fac, tu vois. Et que ce soit un prépa qui démarre ou un prépa qui travaille, bah, tu vois, chacun a sa réalité et tu vois, il faut rester ouvert pour pouvoir aller chercher un peu toutes les choses et pas se dire, bah, je répète un modèle et avoir l'esprit critique parce que est-ce que ce modèle fonctionne, je le garde, oui. Si par contre je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je le fais évoluer. Donc voilà, j'espère que ça aura un peu aidé les auditeurs sur ce point-là. De toute manière, on a abordé plusieurs sujets, plusieurs choses et tout, mais évidemment, je pense il y a un milliard de choses à dire, mais ouais, comme tu as dit, si ça a ouvert un peu les yeux ou la vision, ou piqué un peu la curiosité des gens, c'est super. Donc, bah, écoute, sur ce, je te remercie encore une fois. Et puis, bah, je mettrai éventuellement tes liens, ton Instagram, ton YouTube, etc.
sur le lien du podcast, comme ça les gens pourront retrouver un petit peu ce que tu fais s'ils sont intéressés davantage. Gaël, merci encore une fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.